Bonjour à toutes et à tous. Cher secrétaire général de COSPEDAL, merci pour avoir introduit ce congrès. Cher Premier ministre, cher Président, chers commissaires, chers membres de la présidence, cher Jacques Santer, un de mes prédécesseurs, cher Président du groupe PPE, chers membres du Parlement, chers présidents des associations membres, chers délégués, chers invités, mesdames et messieurs, queridos amigos, c'est avec un grand plaisir que j'ouvre aujourd'hui le 23e congrès du Parti populaire européen. Un grand agradecimiento a nuestros amigos del Partido Popular y que nos recibido hoy aquí los brazos abiertos. C'est un plaisir d'être ici en Espagne, un pays qui a tant souffert de la crise économique, qui était considéré comme un des grands malades de l'Europe et qui est aujourd'hui un exemple pour nous tous. L'Europe et pour l'Europe, l'Espagne est un exemple. Et le Premier ministre Rajoy a hérité de la situation désastreuse laissée par les socialistes, mais tout comme ses homologues PPE au Portugal, en Irlande, en Lettonie, à Chypre, il a su démontrer que quand on n'a pas peur d'assumer ses responsabilités, quand on choisit le bien commun plutôt que de suivre de bas calculs électoraux, rien n'est impossible. Et pour les Français, impossible n'est pas français. Bien sûr, beaucoup reste encore à faire. On ne peut pas effacer les conséquences d'une crise de cette ampleur d'un coup de baguette magique. L'Espagne, comme le reste de l'Europe, doit continuer sur les chemins des réformes, de la stabilisation fiscale, de la lutte contre le chômage et notamment le chômage des jeunes. Mais nous ne pouvons pas accepter des remarques irresponsables comme celles faites récemment par le commissaire Moscovici. Se livrer comme ça des jeux politiques en essayant de miner l'image de réussite de ce pays n'est pas digne d'un commissaire européen, surtout qu'en matière de réforme, la France a beaucoup à apprendre. Notre ami Mariano Rajoy peut être fier de ce qu'il a accompli pour son pays. La croissance la plus forte de la zone euro, un déficit divisé par 2 en 3 ans et surtout 500 000 emplois créés au cours des 12 derniers mois. Je suis sûr que les électeurs sauront reconnaître cette réussite le 20 décembre prochain. Mesdames et messieurs, l'année dernière à Dublin, avec l'élection de Jean-Claude Juncker, nous avons franchi une étape fondamentale de notre histoire et de celle de la construction européenne. Pour la première fois, tous les grands partis européens ont choisi leur candidat à la présidence de la Commission, même si nous avons été les seuls à le faire à travers un processus ouvert et démocratique. Et pour la première fois, à côté des 28 campagnes nationales, nous avons eu aussi une véritable campagne européenne que nous avons menée côte à côte avec un infatigable Jean-Claude Juncker qui a traversé l'Europe en long et en large pour amener partout notre message, nos idées et notre vision pour le futur. Cette campagne, nous l'avons gagnée en étant fidèles à nous-mêmes, responsables et sincères. Nous avons encore une fois le plus grand groupe au Parlement européen, les présidents du Conseil, de la Commission, Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, ainsi que la majorité des commissaires. Mesdames et messieurs, être le premier parti européen implique aussi de grandes responsabilités. C'est de nous que les citoyens européens attendent des propositions concrètes pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Ces défis, l'Europe n'en a probablement jamais connu de si profonds et de si variés, comme le disait Konrad Adenauer, « Die Lage war noch nie so ernst ». Et nous avons tout le droit de le répéter aujourd'hui. D'abord la crise financière, économique et de la zone euro, ensuite les populismes et extrémismes, de gauche comme de droite, qui se répandent partout en Europe. Et puis l'instabilité au sud et à l'est, avec les vagues d'immigration sans précédent et la poussée du terrorisme que cela entraîne. 3 mots en allemand, Wohlstand, Sicherheit, Identität.
Voilà le triangle des grands défis européens: assurer notre prospérité, rétablir notre sécurité et reconfirmer notre identité. En ce qui concerne la prospérité, oui, il reste des problèmes. Oui, nous avons encore des batailles à mener. Mais non, la zone euro ne s'est pas effondrée, contrairement à ce que nous prévoyaient il y a quelques années les oiseaux de mauvais augure. Regardez ce qui se passe en Grèce. M. Tsipras est arrivé au pouvoir grâce à ses mensonges et à la distorsion de la réalité. Mais on ne peut pas éternellement échapper à la réalité. À un moment ou à un autre, elle nous rattrape. Alors le seul choix qui reste, c'est entre mettre en œuvre ces mêmes politiques qu'on a honnies quelques mois auparavant ou disparaître de la scène politique. J'espère que cela servira d'exemple à tous ceux qui, dans d'autres pays, en Espagne aussi, essayent d'échapper à leurs responsabilités et font miroiter aux citoyens des alternatives irréalistes. Notre ami Pedro Passos Coelho et le gouvernement PSD-CDS-PPE l'ont d'ailleurs démontré le 4 octobre, avec un programme économique responsable et après avoir dû réparer les dégâts causés par les socialistes. Et avant tout, il s'agit de retourner à la croissance durable dans toute l'Union européenne. Pour cela, il faut compléter le marché unique, notamment du numérique, créer l'union de l'énergie, réduire la bureaucratie et mettre en œuvre le plan Juncker. Toutes ces réformes que la Commission Juncker a lancées ont un seul objectif: assurer la croissance, prospérité et surtout créer des emplois pour nos citoyens. Car contrairement à ce que pensent les socialistes, c'est en créant de l'emploi et non pas en creusant la dette qu'on garantit la justice sociale. Il faut aussi continuer à améliorer la gouvernance économique de la zone euro, d'où l'importance du rapport des 5 présidents, et à consolider nos finances publiques pour être mieux préparés face aux crises futures et ne pas compromettre le futur de nos enfants et de nos petits-enfants. Une priorité importante, et je crois qu'il faut le dire officiellement, le TTIP. Je connais les doutes de certains Européens. Et bien sûr, il faut garantir nos standards sociaux et de sécurité. Mais ne nous leurrons pas. Si nous nous retirons des négociations, le processus va se faire sans nous. Et entre les standards négociés sur un pied d'égalité avec les Américains et des standards imposés demain par la Chine et les États-Unis, le choix doit être fait. Je vais ajouter ici un mot sur la Grande-Bretagne. Sans elle, nous serions beaucoup plus faibles économiquement, politiquement, diplomatiquement et au niveau de la politique de sécurité et de défense. Et certaines propositions du gouvernement de David Cameron, notamment en ce qui concerne l'achèvement du marché unique, sont tout à fait raisonnables. Mais nous n'allons pas permettre une Europe à la carte. Il n'y aura pas d'exception britannique en ce qui concerne les droits fondamentaux de l'Union. Le PPE est prêt à soutenir à fond la campagne pour le oui dans le référendum. Mais nous ne pourrons mener cette campagne à la place du Premier ministre Cameron. C'est lui-même qui s'est mis dans cette situation. Nous allons essayer de l'aider de s'en sortir. Liebe Freundinnen und Freunde, Sicherheit, das ist zunächst die Sicherheit bei uns zu Hause. In Frankreich, Belgien und Dänemark haben wir zuletzt erlebt, was es heißt, wenn Gewalt Teil unseres Alltags wird, wenn öffentliche Gebäude von Soldaten geschützt werden müssen. Die Konsequenzen sind klar: eine bessere Zusammenarbeit unserer Geheimdienste, eine strategische zu der Radikalisierung und eine besondere Integration von Migranten. Aber der dschihadistische Terror ist nur die Spitze des Eisbergs. Er ist das sichtbare Zeichen für ein Riesenproblem in unserer südlichen Nachbarschaft. Fundamentalisten, Staatsversagen, Bürgerkrieg und Flüchtlinge, nicht überall, wenn das geschehen werde, wie in Tunesien, Marokko oder Jordanien, denke, aber allzu oft.
Europa muss endlich eine Strategie für den Nahen Osten entwickeln. Diplomatie, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und auch Militär sind die Instrumente, mit denen wir versuchen müssen, das Schlimmste zu verhindern. Unser Dokument der Werten und Außenpolitik versucht hier eine Antwort. Russland unter Wladimir Putin ist das andere große Problem für unsere Sicherheit. Es ist zu einer großen Bedrohung für Wohlstand, Friede und Werte geworden. Natürlich müssen wir mit ihm in strategischen Fragen zusammenarbeiten. Das hat das Abkommen mit Iran gezeigt. Wir müssen den Kampf gegen den sogenannten islamistischen Staat mit Russland koordinieren. Aber Syrien zeigt auch die Grenze dieser Kooperation. Russland bombardiert die demokratische Opposition mehr als die Terroristen und bedroht unsere Verbündete, die Türkei. Russische Bomben sind der Grund für die nächste Flüchtlingswelle, die aus Aleppo unterwegs sind für nach Europa. Die Ukrainer haben mit der Hilfe des Westens die russischen Aggressionen gestoppt. Auch unsere Sanktionen waren dabei wichtig und die wirken im Moment. Die Ostukraine wird zum eingefrorenen Konflikt, aber die russische Aggression kann sich jederzeit wieder von Syrien nach Europa verlagern. Deswegen brauchen wir endlich eine europäische Sicherheitspolitik, die diesen Namen verdient. Aber auch auf dem westlichen Balkan wächst die Unsicherheit. Auch wenn es in den nächsten 4 Jahren keinen Beitritt neuer Länder geben wird. Wir müssen den Menschen dort eine Perspektive geben, mit konkreten Schritten, die gemacht werden müssen, bevor wir über Beitritt verhandeln können. Noch ein Wort zur Sicherheit. Dazu zähle ich auch den Klimaschutz. In wenigen Wochen werden wir den nächsten Versuch machen, unsere globalen Partner auf der verbindlichen Ziele festzulegen. Liebe Freunde, Europa muss hier mit gutem Beispiel vorangehen. Es gibt keine Alternative zum Kampf gegen den Klimawandel. Und der Klimawandel muss endlich als Frage unserer Sicherheit begriffen werden. Mesdames et Messieurs, parlons du dossier probablement le plus difficile, notre identité. Au-delà des enjeux immédiats, c'est cela l'implication la plus profonde de la crise des réfugiés, car cette crise nous questionne au plus profond. Le seul moyen efficace d'y répondre, c'est de rester fidèles à nous-mêmes, à nos valeurs de solidarité et de responsabilité. Nous avons le devoir moral d'aider les personnes qui fuient guerre et persécution et qui risquent leur vie en mer. Mais il serait irresponsable d'ouvrir la porte à tout le monde. Irresponsable envers nos propres concitoyens parce que nous avons aussi le devoir de les protéger et de protéger leur sécurité, leur prospérité et notre cohésion sociale. Irresponsable envers les migrants qui seraient encouragés à continuer venir mourir sur nos côtes. Et irresponsable envers leur pays d'origine qui sont en train de perdre leurs jeunes et avec eux leur propre futur. Contrôler nos frontières externes, avec notamment une politique de retour plus efficace, est la condition nécessaire pour sauvegarder Schengen, cet espace de liberté qui constitue une des plus grandes réussites de l'Union européenne. Mais le plus grand défi est de rester une société ouverte sans perdre notre identité. Pour cela, il faut faire un grand effort, intégrer nos nouveaux citoyens. Il faut partager avec eux nos valeurs de liberté d'expression, d'égalité entre femmes et hommes et surtout la tolérance avec plus de confiance. C'est comme cela que nous resterons des sociétés libres et viables dans l'avenir. Si la chancelière Angela Merkel dit dans ce contexte que nous pouvons le faire en offrant aux réfugiés notre protection et notre soutien, je dis pour ce défi d'identité également, wir schaffen das. Mes amis, un programme intense nous attend, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, nous allons voter sur les amendements et nos statuts
sur le document du Congrès, protéger l'Union et promouvoir nos valeurs, ainsi que sur des résolutions portant sur les thèmes fondamentaux pour notre futur. Nous demanderons aussi la parole aux chefs d'État et de gouvernement de pays hors Union européenne et aux chefs de l'opposition. Et nous aurons d'intéressants débats sur l'immigration, guerre hybride, croissance et emploi, inclusion sociale. Aussi, nous allons peut-être attribuer ce soir le mérite PPE 2015 à Herman Van Rompuy et José Manuel Barroso pour le travail qu'ils ont accompli pour l'Europe. Et demain, après un sommet élargi des débats sur le populisme et le plan Juncker, nous poursuivrons notre congrès avec les discours des chefs d'État et de gouvernement de l'Union et des présidents de la Commission, du Conseil européen et bien sûr du groupe PPE au Parlement, et l'élection de la nouvelle présidence. Mesdames et messieurs, vous connaissez tous les circonstances dans lesquelles je me suis trouvé à assumer la responsabilité de président du PPE, quelque chose que je n'avais pas du tout prévu après le décès du président Martens. J'ai vite compris que je ne pouvais pas concilier ce mandat avec celui de chef du groupe, et c'est pour cela que j'avais renoncé à me présenter aux élections européennes de 2014. Mais c'est une expérience formidable dont j'ai adoré chaque seconde. Certains d'entre vous m'ont demandé de continuer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je me trouve à nouveau devant vous pour simplement vous demander de me renouveler votre confiance afin de poursuivre le travail accompli les 2 dernières années. Je reste fidèle à l'engagement pris auprès de vous à Dublin de travailler avec vous tous pour protéger et sauvegarder nos valeurs communes, chrétiennes démocrates et la force de notre famille politique. Unité, continuité, responsabilité continueront à être les maîtres mots qui inspireront ma présidence. J'espère pouvoir compter sur votre soutien et je terminerai par une phrase de Jean-Paul II. N'ayons pas peur pour traverser cette période de crise. Je vous souhaite à toutes et à tous des débats fructueux et un très bon congrès. Merci de votre attention.